Argent, sexe et religion. Si on les prend chacun séparément, est-ce que c'est intéressant? Pas plus que ça. Par contre, si on mélange le tout, là ouais, on peut avoir un truc bien vicieux. Eh ben vous ne croyez pas si bien dire, parce que dans l'affaire qui arrive, non seulement on va parler de ces trois sujets, mais en plus, vous allez voir, il y a un quatrième ingrédient, le meurtre. Oui, quelqu'un est mort. Mais le pire, c'est que le meurtrier est venu faire la pleureuse sur son cercueil. Alors, comment tout ça a pu arriver? C'est exactement ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle enquête criminelle où certaines prières n'ont manifestement pas été entendues, vous allez comprendre. Mais juste avant, si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner, ça m'aide beaucoup et je vous remercie vraiment pour ça. Les entreprises familiales sont le cœur battant des villes de taille modeste. Construites à force de travail acharné et de persévérance, elles incarnent la réussite dans ce qu'il y a de plus noble. La boulangerie du coin, le garage automobile tenu par le même mécanicien depuis 30 ans, ou le buraliste local. Et vous savez quoi? On va même inclure les sex shops dans cette liste. Bon, ces commerces de proximité tissent le tissu social de nos petites communautés et ils inspirent naturellement confiance aux clients qui les fréquentent. Et de la confiance, faut en avoir pour entrer dans un sex shop. C'est un monde dans lequel une poignée de main vaut encore quelque chose, où la parole donnée à force de contrat et la réputation se gagne au fil des années. À Independence, une ville de près de 117 000 habitants nichée au cœur du Missouri dans le Midwest américain, l'agence Farmers Insurance de Randy Stone a pignon sur rue. Située au 13 912 East Noland Court, cette société familiale est bien plus qu'une simple agence d'assurance. C'est un lieu accueillant où l'on discute généralement d'une potentielle souscription autour d'un café. Il faut dire que Randy est connu comme le loup blanc à Independence. Cet ancien marine a servi son pays avec honneur pendant 4 ans, après s'être engagé à l'âge de 18 ans. C'est à son retour à la vie civile, en 1990, que Randy s'est lancé dans le secteur de l'assurance. Il a travaillé dur et a gravi tous les échelons jusqu'à réussir à ouvrir sa propre agence. C'est un véritable pilier de sa communauté, respecté de tous. Mais le 31 mars 2010, le cours de sa vie va brutalement voler en éclats. Ce jour-là, Teresa Stone pousse la porte de l'agence d'assurance de son mari dans l'après-midi. Elle partage la vie de Randy depuis 19 ans et le couple travaille ensemble depuis quelques années déjà. Mais quand Teresa entre dans le local cette fois-ci, elle est immédiatement frappée par le silence qui y règne. Randy devrait être là, peut-être au téléphone avec un client ou en train de remplir des papiers. Pourtant, il n'y a pas le moindre bruit. La femme de 38 ans s'avance alors dans l'agence et appelle son mari sans obtenir aucune réponse. Teresa se dirige donc directement vers le bureau de Randy, où il passe le plus clair de son temps lorsqu'il est à l'agence. C'est dans cette pièce qu'elle découvre avec stupeur les raisons du silence qui règne. Randy gît inanimé au sol, derrière son bureau, et sa tête a manifestement saigné de manière abondante. Paniquée, Teresa pense immédiatement qu'il s'est grièvement blessé, peut-être en tombant ou en se cognant violemment la tête. Elle comprend qu'il a besoin d'une aide médicale d'urgence et compose frénétiquement le 911. La voix tremblante, elle explique à l'opératrice qu'elle vient de trouver son époux inconscient dans son bureau, qu'il y a du sang autour de sa tête. Elle précise qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé exactement, parce qu'elle n'était pas présente quand tout ça s'est produit. Teresa a quitté l'agence quelques heures plus tôt pour aller faire des emplettes avec sa fille. L'état de choc dans lequel elle se trouve est donc d'autant plus grand que, lorsqu'elle a quitté les lieux en début d'après-midi, Randy allait parfaitement bien. Malheureusement, quand les secours arrivent sur place, ils ne peuvent que constater qu'il est déjà trop tard. Randy Stone est mort à l'âge de 42 ans. Et les premières constatations des policiers d'Independence révèlent que son décès n'a absolument rien d'accidentel. La victime présente une blessure par balle à la tête, un projectile tiré à bout portant qui ne laisse aucun doute sur la nature criminelle de l'affaire. Ce qui intrigue immédiatement les enquêteurs, c'est l'absence totale de signes de lutte dans la pièce. Les tiroirs de son bureau n'ont pas été fouillés. Plusieurs centaines de dollars en espèces traînent encore dessus à la vue de tous. Et l'ordinateur portable de Randy est là aussi, toujours posé à sa place habituelle. L'hypothèse d'un simple vol qui aurait mal tourné est exclue d'emblée par les enquêteurs.
Ce qui soulève une question capitale. Si le meurtrier n'est pas venu pour voler Randy, alors pourquoi l'a-t-il si froidement tué? Beaucoup d'éléments présents sur la scène de crime laissent penser que l'assureur connaissait l'individu qui lui a donné la mort. Il n'y a aucune trace d'effraction nulle part, ce qui suggère que Randy l'a laissé entrer, ou que celui-ci avait les clés. En plus, la position du corps indique que la victime était probablement assise à son bureau quand elle a été abattue. Il semble que Randy n'a pas eu le temps de se défendre, ou même de se lever. Teresa, prostrée dans un coin de la pièce, répète aux enquêteurs qu'elle ne comprend pas comment une chose pareille a pu arriver. Et à première vue, personne n'a l'air d'en savoir plus. Les gens du quartier, rapidement interrogés, confirment qu'ils n'ont rien entendu d'inhabituel. Pas de cris, pas de disputes, pas même de bruit caractéristique d'un coup de feu. Le meurtrier est venu bien préparé et équipé d'un silencieux. Ou alors, l'acoustique du bâtiment a naturellement étouffé la détonation. En quelques heures seulement, la nouvelle de la mort tragique de Randy se répand comme une traînée de poudre dans la communauté d'Independence. La disparition brutale de cet homme apprécié de tous choque profondément la ville. Il avait construit sa carrière pierre par pierre, sans jamais oublier d'où il venait. Et il était resté humble, malgré sa réussite professionnelle. À chaque étape importante de sa vie, Teresa a été là pour l'épauler. Sa relation avec Randy remonte à l'enfance. Ils ont grandi dans le même quartier de Kansas City et se sont perdus de vue quand il s'est engagé dans les Marines en 1986. Mais le destin les a réunis à nouveau. Leur véritable histoire d'amour a vu le jour en mars 1990, dès que le jeune soldat a été libéré de ses obligations militaires. Juste après, Randy a immédiatement cherché à revoir Teresa Greenawalt, cette fille pétillante dont il avait gardé un souvenir ému. Il l'a donc invitée à dîner. Une soirée qui a occasionné un coup de foudre réciproque. L'histoire ne dit pas s'ils ont fait 50-50 pour l'addition. Leur relation s'est ensuite développée à une vitesse fulgurante, étant donné qu'à peine 7 mois plus tard, le 13 octobre 1990, ils se sont mariés dans l'intimité. Une fois leur union scellée, le couple a donné naissance à 2 enfants. Michael en 1991, puis Miranda 2 ans plus tard. Les Stone étaient le portrait même de la famille américaine traditionnaliste, portée par des parents profondément investis dans leur communauté et leur paroisse. La New Hope Baptist Church occupait une place centrale dans la vie quotidienne de Teresa et Randy. La pratique de leur religion n'avait rien d'une simple obligation dominicale pour eux. C'était un véritable mode de vie qui rythmait leur semaine. Randy avait d'ailleurs été investi de nombreuses responsabilités au sein de la congrégation, preuve de la confiance que lui accordaient les autres paroissiens. Il conduisait bénévolement le bus de l'école du dimanche, pour s'assurer que tous les enfants puissent assister aux cours de catéchisme qu'il enseignait. Et plus important encore, il gérait les finances de la congrégation en tant que trésorier bénévole, un rôle crucial qui demandait rigueur et honnêteté. Randy était véritablement habité par sa foi, et il était dévoué à sa paroisse, un engagement qu'il avait en commun avec Teresa. Elle n'était en effet pas en reste à ce niveau-là, étant donné qu'elle chantait dans la chorale et participait activement aux diverses activités sociales de l'église. La famille Stone assistait fidèlement à chaque culte. Il était même rare qu'ils en manquent un. Il est vrai que leur paroisse a un pasteur particulièrement charismatique, qui a su apporter un nouveau souffle à cette congrégation conservatrice. David Love a pris ses fonctions à New Hope Baptist Church en 1999. Plus jeune et plus dynamique que son prédécesseur à l'époque, l'homme maintenant âgé de 49 ans prêche encore avec une passion qui attire régulièrement de nouveaux fidèles. Quand Randy a fait la connaissance de David, il a rapidement noué avec lui une relation qui allait bien au-delà d'un rapport classique. Les 2 hommes n'avaient que 7 ans d'écart et se sont vite découverts de nombreux points communs. Leurs atomes crochus les ont poussés à développer une authentique amitié. Ils passaient du temps ensemble en dehors du cadre strictement religieux, et Randy considérait David comme son guide spirituel. Il disait lui-même qu'il était l'une des personnes les plus influentes de sa vie après sa famille. Randy demandait régulièrement conseil à David avant de prendre une décision importante, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Et ce dernier prêtait volontiers une oreille attentive à son ami, toujours disponible pour dissiper ses doutes et le guider sur le chemin de la foi. Forcément, quand un autre pasteur lui annonce que Randy vient d'être tué, David se précipite immédiatement vers l'agence Farmers Insurance. L'homme arrive très vite sur les lieux, profondément bouleversé. Son inquiétude pour Teresa est palpable. Il veut la soutenir dans cette tragique épreuve qui l'a si soudainement frappée. Une fois sur place, David prend immédiatement la veuve sous son aile protectrice. Il la réconforte et
l'aide à sortir du local transformé en scène de crime, pour la protéger des regards indiscrets comme des questions importunes, des curieux déjà amassés là. Kim Love, l'épouse du pasteur, débarque peu après pour prendre le relais et accompagne Teresa aux toilettes d'un restaurant voisin pour lui permettre de reprendre ses esprits. Sur le parking de l'agence, une foule de plus en plus importante se rassemble. Voisins, clients, amis ou autres membres de la congrégation, tous veulent savoir ce qui s'est réellement passé. Randy n'avait aucun ennemi connu. Son entreprise prospérait et sa vie familiale paraissait équilibrée. Qui a donc pu lui en vouloir au point de l'abattre ainsi? Dans le but de le découvrir, un périmètre de sécurité est établi autour de l'agence et les équipes de la police scientifique passent chaque centimètre carré du local au peigne fin. L'arme du crime n'est pas sur les lieux. Le meurtrier l'a probablement emporté avec lui après son forfait. En revanche, les enquêteurs trouvent une douille de calibre 40 près du bureau de Randy. Un élément crucial pour l'enquête, parce que l'expertise balistique permettra probablement d'identifier le type d'arme utilisée et, avec de la chance, de remonter jusqu'à son propriétaire. Pour l'instant, les enquêteurs n'ont aucune piste solide sur l'identité du meurtrier ou ses motivations. Par chance, il y a sur cette scène de crime un secret caché qui n'attend plus qu'un œil attentif le découvre. Comme il est d'usage dans chaque affaire criminelle, tous les individus ayant côtoyé la victime dans ces derniers jours sont méthodiquement questionnés par les enquêteurs. Tandis que les interrogatoires se poursuivent, le lieu du crime continue d'être passé au crible par les équipes scientifiques. C'est au cours de cette fouille minutieuse qu'un policier, chargé d'examiner toutes les poubelles de l'agence, fait une découverte intrigante. De l'une d'elles, il en sort un album de Jul, mais comme en réalité il est à sa place, il le remet à l'intérieur. Bon, en fait, c'est plutôt dans une corbeille située près du poste de travail de Teresa que plusieurs morceaux de papier déchirés attirent son attention. Le policier les rassemble alors patiemment, comme on ferait un puzzle, et découvre qu'ils forment une lettre manuscrite d'une page entière. Le message n'est pas signé, mais son contenu est pour le moins inattendu dans ce contexte. Il s'agit manifestement d'une lettre d'anniversaire, écrite par une personne visiblement très éprise de sa destinataire. Les enquêteurs peuvent lire des phrases passionnées, évoquant un amour profond et un potentiel avenir commun. L'auteur du message admet qu'il ne contrôle pas encore la situation, mais promet que lorsqu'ils seront pleinement ensemble, chacun des anniversaires de Teresa sera excitant. Ce qui interpelle vite les enquêteurs, c'est que l'écriture de cette lettre ne correspond absolument pas à celle de Randy. Un simple coup d'œil comparatif avec les nombreux documents manuscrits présents sur le bureau de la victime suffit à en être convaincu. L'écriture est différente. Le style l'est aussi. Tout indique que c'est un autre homme que son époux qui a écrit cette lettre d'amour à Teresa. Cette découverte oriente soudainement l'enquête dans une direction totalement différente. Teresa Stone avait-elle une liaison extra-conjugale? Si c'est le cas, ça pourrait expliquer beaucoup de choses sur ce meurtre. Un crime passionnel? Un amant jaloux qui veut éliminer l'époux gênant? Un triangle amoureux qui tourne au drame sanglant? Et une vidéo sur Cogiteur Crime et Passion. La jalousie est un mobile malheureusement bien trop commun dans les affaires de meurtre. Les enquêteurs décident donc de convoquer Teresa au commissariat le lendemain des faits, pour lui demander quelques explications à ce sujet. Ils adoptent cependant une approche prudente et empathique, conscients qu'il convient de ménager une femme venant de perdre son mari dans des circonstances violentes. Les détectives souhaitent percer à jour ses éventuels secrets tout en respectant son deuil. Un équilibre délicat à maintenir. Seulement, dès son arrivée au commissariat, l'attitude de Teresa surprend tous les policiers présents. La veuve a le sourire facile. Elle semble relativement détendue, sans avoir vraiment l'air dévastée par ce qu'elle traverse. Son comportement contraste fortement avec celui qu'on attendrait d'une femme qui a découvert le corps de son mari dans une mare de sang la veille. Quand les enquêteurs lui demandent ce qu'elle faisait à l'heure à laquelle Randy a été tué, Teresa dresse immédiatement une liste détaillée. Elle énumère chacun de ses déplacements avec une précision sans faille et présente spontanément tous les tickets de caisse des magasins dans lesquels elle a fait des achats. Le discours de Teresa sonne curieusement parfait aux oreilles des enquêteurs expérimentés. Bah oui, habituellement, les gens encore sous le choc donnent des approximations, confondent les horaires ou hésitent sur l'ordre chronologique des événements. Sauf que ce n'est pas le cas de Teresa,
qui semble presque avoir récité un texte appris par cœur. Elle était à 2 doigts de faire un exposé sur son emploi du temps. C'est forcément bizarre. Cette observation ne constitue pas une preuve de culpabilité en soi, mais elle éveille définitivement les soupçons des autorités. D'autant plus que, quand les policiers abordent finalement le sujet de la lettre déchirée trouvée dans sa poubelle, Teresa semble prise au dépourvu. Les enquêteurs quittent alors momentanément la salle d'interrogatoire pour aller chercher la missive en question, laissant les caméras tourner. Teresa, se croyant seule, est alors enregistrée en train de marmonner quelque chose qui ressemble à une expression de contrariété. Lorsque les policiers reviennent avec la lettre, Teresa explique qu'elle a simplement oublié de la mentionner d'elle-même, parce qu'elle était vraiment perturbée. Selon ses déclarations, la note proviendrait d'un admirateur secret qui l'aurait déposée sur la portière de sa voiture la veille. Teresa insiste sur le fait que c'est la première lettre de ce type qu'elle reçoit et qu'elle ne connaît pas l'identité de son auteur. Une explication quelque peu bancale, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, si cette lettre provenait vraiment d'un inconnu importun, pourquoi l'avoir si soigneusement déchirée au lieu de simplement la jeter intacte? Ensuite, pourquoi ce prétendu admirateur secret écrit-il comme s'il connaissait déjà Teresa depuis longtemps? Le ton donné à la lettre n'est pas celui d'un inconnu qui veut tenter sa chance, mais celui de quelqu'un engagé dans une relation établie. L'interrogatoire se poursuit, mais Teresa maintient fermement sa version des faits. Les enquêteurs savent pertinemment qu'elle ne leur dit pas toute la vérité, mais ils n'ont pas encore assez d'éléments concrets pour la confondre. Contraints de la laisser repartir, ils décident quand même de creuser discrètement. C'est ainsi qu'ils font une découverte qui renforce considérablement leurs soupçons concernant Teresa. Le 31 mars au soir, soit moins de 24 heures après la découverte du corps de Randy, elle a agi d'une manière pour le moins inappropriée. Teresa a rendu visite à Robert Davis, un ami de longue date de son mari qui était aussi l'un de ses collègues dans le secteur de l'assurance. Sauf qu'elle n'est pas allée le voir pour pleurer sur son épaule ou chercher du réconfort. Non, Teresa voulait juste savoir comment récupérer rapidement l'argent des assurances décès que Randy avait souscrit. Elle s'inquiétait du délai de versement, des démarches à effectuer et des documents à fournir. Cette préoccupation financière a profondément choqué Robert, lui-même attristé par le meurtre de Randy, qui avait eu lieu à peine quelques heures auparavant. Et quand un pote a l'air plus dégoûté que l'épouse de la victime, il y a effectivement des questions à se poser. Randy avait bel et bien souscrit 2 polices d'assurance décès. Le montant exact des primes cumulées varie selon les sources consultées, mais a priori, il se situe entre 575 000 et 800 000 $. Une somme considérable qui pourrait tout à fait constituer un mobile sérieux pour un meurtre. Certains ont tué pour bien moins que ça. Sauf que ce que Teresa ignorait manifestement, c'est que Randy avait récemment demandé à ce que l'argent soit versé directement à leurs enfants. Aïe! La mère de Michael et Miranda n'était plus la principale bénéficiaire des polices d'assurance de son mari, et il n'avait pas pris soin de l'en informer. Cette modification secrète pousse à se demander pourquoi Randy avait jugé bon de prendre cette décision dans le dos de son épouse. Les choses se passaient-elles réellement aussi bien que tout le monde le pensait dans le couple Stone? En creusant davantage, les enquêteurs apprennent que Randy a déjà eu des soupçons par le passé. Dès 2008, soit 2 ans avant sa mort, il avait confié à plusieurs amis proches qu'il soupçonnait Teresa d'avoir une liaison avec un homme particulièrement proche de lui, le pasteur David Love. Ça fricote à l'église. Ses doutes le rongeaient au point qu'il avait sérieusement envisagé de quitter l'église avec sa famille. Mais un ami paroissien bien intentionné l'avait convaincu qu'il se faisait des idées et que son imagination lui jouait des tours. Randy avait alors choisi de refouler ses soupçons pour préserver l'harmonie familiale. Ironiquement, c'est à cette même période qu'il a commencé à suivre des séances de conseil hebdomadaires avec David. Teresa a prétexté l'avoir surpris en train de regarder des films pour adultes et avait insisté pour qu'ils suivent une thérapie spirituelle avec leur pasteur. Une accusation qui prend maintenant une toute autre dimension. Était-ce la vérité ou une manipulation destinée à justifier des rencontres régulières entre les 3 protagonistes? Plus récemment, Randy avait également remarqué que Teresa portait une nouvelle bague qu'il ne lui avait pas offerte. Quand il l'a questionnée sur la provenance de ce bijou, elle a prétendu l'avoir acheté elle-même, avec ses économies personnelles. Mais Randy a eu du mal à le croire. La bague semblait très coûteuse,
Et Teresa ne faisait normalement pas ce genre d'achat sans le consulter préalablement. Ces petits détails, mis bout à bout, avaient peut-être fini par convaincre Randy de protéger l'héritage de ses enfants en faisant d'eux les bénéficiaires de ses polices d'assurance. Désireux d'en savoir plus sur cette supposée liaison, les enquêteurs commencent à interroger plus largement l'entourage du couple. Ce faisant, ils découvrent rapidement que les doutes de Randy n'étaient probablement pas infondés. Au sein de la congrégation de New Hope Baptist Church, plusieurs paroissiens ont eux aussi remarqué des choses étranges au fil du temps. Questionnés par les autorités, ils évoquent timidement ces pensées qu'il est à Rhodes. Certains ont assisté à des échanges de regards ou des sourires complices inappropriés entre Teresa et David pendant les cultes. D'autres les ont aperçus alors qu'ils discutaient à voix basse après les sermons, dans des coins isolés de l'église. Plusieurs fidèles ont même remarqué leurs absences simultanées lors d'événements paroissiaux. Tous ces petits signes, pris individuellement, auraient pu paraître anodins, mais leur accumulation a fini par alimenter des commérages de plus en plus insistants. Et si Teresa avait vraiment une liaison avec David Love, le pasteur lui-même, l'ami proche du couple Stone, le guide spirituel et confident de Randy? Cette hypothèse paraît presque absurde. Comment un homme d'église pourrait-il avoir ce genre de comportement? Mais en y regardant de plus près, il est vrai que David et Teresa ont l'air d'entretenir une relation particulière. Ils participent ensemble à l'organisation de nombreux événements et la paroissienne assiste à des sessions de conseils spirituels privés avec le pasteur plusieurs fois par semaine. Dans une communauté religieuse conservatrice comme celle d'Independence, une telle complicité suffit à attirer l'attention et à alimenter les ragots. Mais ça demeure insuffisant pour avoir de réelles répercussions ou pour lancer des accusations formelles. D'autant plus que David jouit d'une excellente réputation dans la paroisse. Et au-delà, son parcours est impressionnant. Fils de missionnaire dévoué, il a été élevé dans la foi et a grandi dans les services religieux. Diplômé avec les honneurs d'un prestigieux collège baptiste du Sud, David a toutes les qualifications requises et de très bonnes références. Randy lui-même vouait une admiration sans borne à son pasteur et ami. Mais était-ce seulement justifié? Pour en avoir le cœur net, les enquêteurs décident d'approfondir leurs recherches sur Teresa et David. Ils épluchent notamment leurs relevés téléphoniques, et ce qu'ils découvrent leur donne rapidement les réponses recherchées. Il s'avère que Teresa possède un second téléphone portable, acheté sous un faux nom dans un magasin d'électronique. Un appareil prépayé, communément appelé téléphone jetable, généralement utilisé pour communiquer discrètement. Les relevés de ce téléphone montrent que des milliers d'appels et de messages textes ont été échangés avec un numéro également associé à un téléphone jetable. Un mystérieux numéro qui n'est autre que celui de David Love. Le pasteur possède lui aussi un téléphone prépayé, acheté en espèces dans un magasin de Kansas City, où personne ne le connaît. Le pasteur Amour a l'air d'apprécier le missionnaire avec la femme des autres. Teresa et David ont pris des précautions élaborées pour cacher leur relation. Mais ils ont commis une grossière erreur. Ils se sont occasionnellement appelés mutuellement depuis leur numéro officiel vers leur numéro secret. Ces appels croisés ont créé un lien indéniable entre leur identité réelle et leur téléphone caché. Une bourde de débutants qui permet aux enquêteurs de découvrir le poteau rose, plaçant Teresa et David dans une très fâcheuse position. À la suite de ces découvertes, Teresa est convoquée au commissariat pour un deuxième interrogatoire. Et cette fois, les enquêteurs ont suffisamment de munitions pour la confronter à ses mensonges. Ils étalent devant elle les relevés téléphoniques liés à son numéro caché et les preuves de ses milliers de communications secrètes avec David. Dans un premier temps, Teresa tente de fournir une explication qui se veut innocente. Elle affirme que si elle contactait David via un téléphone prépayé, c'était uniquement pour des raisons pratiques. Selon elle, le pasteur avait peur que leurs nombreuses sessions de conseils spirituels provoquent la colère de Kim, son épouse. Au fil des années, cette dernière aurait développé une certaine jalousie par rapport au temps que son mari consacrait à Teresa. Pour éviter les conflits, il aurait donc décidé d'utiliser des téléphones séparés pour leurs échanges pastoraux. Mais comment croire ça? Certains messages ont été envoyés tard dans la nuit, quand d'autres contiennent des mots doux qui n'ont rien de religieux. Même Satan aurait brûlé en enfer s'il avait envoyé ce genre de texto. En bref, Teresa ment ouvertement et les policiers le savent. Ils n'hésitent alors pas à la pousser dans ses retranchements. Sous la pression,
la veuve finit par craquer et avouer que oui, elle a effectivement une liaison extra-conjugale avec David. Les amants ont en réalité commencé à se rapprocher en 2001, soit près d'une décennie auparavant. Tout a commencé innocemment, par des conversations après les services religieux et des moments partagés lors de l'organisation d'événements paroissiaux. Mais progressivement, une attraction mutuelle s'est développée entre la femme du trésorier et le pasteur de l'église. Dans leurs milliers d'échanges de messages, on peut sentir toute la frustration engendrée par cette relation passionnelle, condamnée à rester clandestine. Teresa et David rêvaient de pouvoir vivre leur amour au grand jour, mais ils se heurtaient à des obstacles apparemment insurmontables. Leurs obligations respectives formaient une prison dorée dont ils ne pouvaient s'échapper. David est marié à Kim depuis 1982, une union longue de près de 30 ans qui a produit 3 enfants. Teresa, de son côté, était l'épouse de Randy depuis 1990, mais elle est aussi mère de 2 adolescents, qui ont grandi dans la stabilité d'un foyer uni. Dans le milieu baptiste traditionnel d'Independence, un divorce est déjà très mal vu. Mais un adultère, c'est absolument scandaleux. Une séparation dans de telles conditions aurait provoqué un séisme dans la congrégation. David aurait immédiatement perdu son poste de pasteur, et sa réputation serait partie en fumée. Quant à Teresa, elle aurait perdu son statut social et serait devenue une paria dans cette communauté qui était toute sa vie. Le divorce représentait donc une option impossible. Le prix à payer était trop élevé pour leur amour coupable. Ils ont alors continué à se voir en cachette pendant des années, en perfectionnant leur pratique des arts du mensonge et de la dissimulation. Rien ne semblait pouvoir arrêter leur relation, pas même la peur qu'elle soit découverte. Et pourtant, ça a bien failli arriver. En 2004, Teresa est tombée enceinte. Une grossesse pour le moins surprenante, vu que Randy avait subi une vasectomie quelques années auparavant. Cette intervention chirurgicale destinée à le rendre stérile rendait théoriquement impossible toute procréation naturelle. Les statistiques médicales sont claires. Après une vasectomie, les chances de grossesse ne sont plus que d'environ 1 sur 2000. Bon, vous avez toujours plus de chances de faire un enfant sous vasectomie plutôt que de gagner le loto. Randy connaissait ces chiffres, mais il savait aussi que dans de très rares cas, l'intervention pouvait échouer. Une vasectomie peut parfois se résorber naturellement, parce que les canaux déférents se sont spontanément reconnectés. À l'annonce de cette grossesse surprise, Randy a donc cru à ça plutôt que de douter de la fidélité de sa femme. Et il a accepté cette 3e paternité à venir avec joie. Seulement, l'enfant n'est pas venu au monde. Teresa a finalement fait une fausse couche, et son mari n'a jamais su que le bébé n'était pas le sien, mais celui de David. Cette révélation en dit long sur le niveau de duplicité du couple illégitime. Teresa a non seulement trompé Randy pendant des années, mais elle est allée jusqu'à lui mentir sur un sujet aussi fondamental qu'une paternité. Elle a laissé Randy s'attacher à un enfant à naître qui n'était pas le sien, et pleurer sa perte. David, de son côté, a accepté cette situation sans broncher, et a permis à sa maîtresse de faire porter la responsabilité de sa progéniture à un autre homme. Cette grossesse a marqué un tournant dans leur relation, renforçant paradoxalement leur lien dans le secret et le mensonge. Mais être infidèle, aussi condamnable que cela soit moralement, ne fait pas automatiquement de vous un meurtrier. Ce qui va réellement faire basculer l'enquête, c'est la découverte d'échanges beaucoup plus récents entre les 2 amants. Il y a notamment eu ce message envoyé par Teresa à David le 16 mars 2010. 15 jours exactement avant le meurtre de Randy. Un message court, qui ne laisse pourtant aucune place à l'ambiguïté. Teresa y avait écrit qu'elle voulait que Randy meure. Des mots terribles qui parlent d'eux-mêmes. Sauf que David avait d'autres raisons de vouloir que le mari de son amante disparaisse. Habilement caché derrière son apparence de guide spirituel irréprochable, c'est en réalité un individu profondément malhonnête, qui ne fait pas que dans l'infidélité crasse. L'analyse des finances de l'église baptiste New Hope apporte une preuve incontestable de sa vraie nature. En tant que trésorier bénévole de la congrégation, Randy avait accès à tous les comptes et registres financiers de l'église. Sa probité reconnue en avait fait l'homme idéal pour surveiller les deniers de la paroisse, et il prenait cette responsabilité très au sérieux. Or, au début de l'année 2010, Randy a découvert des irrégularités majeures dans les comptes lors d'un audit de routine. 30 000 $ ont mystérieusement disparu d'un fonds normalement réservé au paiement des salaires des missionnaires. L'argent s'est littéralement volatilisé.
Il n'y avait aucune trace de dépenses justifiées ou de transfert autorisé. Quand Randy a confronté David à ce sujet, lors d'une réunion privée, le pasteur n'a fourni aucune explication satisfaisante. Au contraire, il était sur la défensive et s'est rapidement mis en colère, déclarant avec arrogance que ce n'était pas un carnet de chèques qui allait diriger son ministère. Cette réaction violente et inappropriée avait profondément choqué Randy, qui a alors commencé à voir son ami sous un jour nouveau. David, de son côté, s'en fichait pas mal, parce qu'il n'en était pas à son coup d'essai. Dans les années 90, alors qu'il officiait dans une congrégation en Virginie, des irrégularités financières similaires avaient été découvertes. Ces problèmes avaient créé une division profonde dans cette église, aboutissant finalement au départ du pasteur. Un schéma récurrent qui prend maintenant tout son sens. Les tensions entre Randy et David s'étaient progressivement accumulées au fil des années. Aux soupçons d'infidélité de 2008 et aux séances de conseils spirituels forcés, s'étaient ajoutés de nouveaux problèmes. Le fils de David, qui travaillait comme directeur musical de l'église, a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Dans cette congrégation conservatrice, consommer de l'alcool est mal vu. Donc ce genre de scandale peut coûter très cher. Bon, après ça, des membres influents de l'Église ont d'ailleurs commencé à remettre la légitimité de la position de David en question. Ce sont finalement la découverte de la bague suspecte de Teresa, puis celle des 30 000 $ manquants qui ont achevé de convaincre Randy qu'il y avait anguille sous roche. Ou porte-avions sous grain de sable à ce stade. Environ 2 semaines avant sa mort, Randy avait pris une décision radicale. Il a officiellement démissionné de toutes ses fonctions à l'église, y compris de son rôle crucial de trésorier. Et il avait annoncé que sa famille cesserait complètement de fréquenter la paroisse. Le départ soudain et inexpliqué de ce pilier de la congrégation était une véritable bombe à retardement. Non seulement cela éloignait Teresa de David, rendant leur rencontre beaucoup plus difficile, mais surtout, cela risquait d'attirer l'attention d'autres membres sur les irrégularités comptables. Si les détournements de David avaient été officiellement découverts et signalés, les conséquences auraient été catastrophiques pour lui. Il aurait immédiatement perdu son poste de pasteur et sa réputation s'en serait trouvée définitivement ruinée. Plus grave encore, il risquait des poursuites pénales pour détournement de fonds, avec une peine de prison à la clé. Le meurtre de Randy aurait donc permis à David de faire d'une pierre 3 coups. Éliminer le témoin gênant de ses malversations financières, faire disparaître le mari de la femme qu'il aime et, potentiellement, profiter de l'argent de ses assurances décès. Un plan diabolique qui s'est progressivement mis en place dans l'esprit du pasteur. À ce moment, les éléments du puzzle commencent à s'assembler. Reste à trouver des preuves concrètes qui puissent relier David au meurtre. Et justement, on y arrive. Les enquêteurs ont maintenant une idée claire du mobile de David, mais ils n'ont aucune preuve tangible pour corroborer tout ça. Heureusement, en analysant minutieusement les relevés téléphoniques du 31 mars 2010, ils font une découverte cruciale. Par une curieuse coïncidence, le téléphone de David bornait près de l'agence Farmers Insurance au moment exact où Randy a été tué. La géolocalisation place le pasteur sur les lieux du crime. Quelque chose qui va être difficile à expliquer. D'autant plus que la voiture du fils de David, une Ford Taurus, a été vue aux alentours peu de temps avant. Or, rappelez-vous, le concerné a été arrêté pour conduite en état d'ivresse, ce qui lui avait valu une interdiction de prendre le volant qui tenait encore à ce moment-là. De là à penser que c'était sûrement David qui conduisait le véhicule de son fils ce jour-là, il n'y a qu'un pas. Mais le pasteur n'est pas le seul en cause. Il y a aussi eu pas mal d'incohérences dans le comportement de Teresa. Les enquêteurs remarquent notamment quelque chose d'étrange dans l'ordre des appels téléphoniques qu'elle a passés après la découverte du corps de Randy. Contrairement à ce qu'elle a affirmé, le 911 n'est pas le premier numéro qu'elle a composé. Juste après être revenue à l'agence et avoir trouvé Randy inanimé, Teresa a d'abord contacté sa mère. Et lors de cet appel, elle n'a pas parlé d'un accident ou d'une blessure inexpliquée. Elle a calmement dit que quelqu'un avait tiré sur son mari. Teresa savait donc pertinemment que Randy avait été abattu avant même l'arrivée de la police. Ce n'est qu'après cet appel et avoir attendu quelques minutes qu'elle a finalement prévenu les services d'urgence. Un deuxième échange au cours duquel Teresa a parlé d'un accident et dit ne pas savoir comment Randy s'était blessé,
avec la voix tremblante. Un jeu d'actrice et un mensonge éhonté qui prouve à présent qu'elle savait déjà exactement ce qui s'était passé. Les enquêteurs ont aussi remarqué que David avait eu un étrange comportement sur la scène de crime. Quand ils ont placé Teresa dans une voiture de patrouille pour l'interroger, il a tenté d'ouvrir la portière, même après que les policiers lui ont ordonné de ne pas interférer. Il a quand même essayé à nouveau. C'est pour le moins déplacé de la part d'un simple ami venu soutenir une veuve éplorée. David Trump, un autre pasteur, est un ami de la famille des Stone. Et lui aussi a un témoignage révélateur à apporter. Quand Teresa l'a appelé pour lui annoncer la mort de Randy, leur conversation a pris une tournure franchement inhabituelle. Après avoir brièvement évoqué le drame, elle a rapidement changé de sujet, se mettant à parler de choses banales. Elle lui a demandé des nouvelles de sa femme, de sa fille, et a évoqué des événements paroissiaux à venir. Cette insistance à parler de sujets ordinaires, juste après avoir annoncé la mort de son mari, a frappé David Trump. Plus étrange encore, quand il a ensuite appelé David Love pour lui annoncer ce qui venait de se passer, le pasteur lui a spontanément détaillé son emploi du temps de la journée, sans qu'il ne lui demande rien. David a expliqué à son collègue où il était allé, ce qu'il avait fait, heure par heure. Un empressement à vouloir fournir un alibi non sollicité, hautement suspect. Face à toutes ces incohérences et preuves accumulées, Teresa est mise sous pression. Les enquêteurs lui présentent les preuves de la présence de David près de l'agence et ses propres mensonges sur l'appel du 911. Dos au mur, Teresa commence par prétendre qu'elle ne savait rien des intentions de David. Elle dit qu'il a agi seul, sans la prévenir, et qu'elle a découvert le crime quand elle a trouvé le corps de Randy. Selon cette première version, elle aurait appris la vérité sur la culpabilité de David le soir du meurtre, parce qu'il serait venu chez elle lui avouer ce qu'il avait fait. Mais là-dedans, il n'y a pas grand-chose qui tient la route. Parce que si ça s'est passé comme Teresa le dit, comment expliquer qu'elle ait pu dire à sa mère que quelqu'un avait tiré sur Randy avant même d'avoir appelé le 911 ? Pressée par les enquêteurs, elle se voit obligée d'admettre qu'elle en sait beaucoup plus que ça. Teresa finit par avouer avoir fourni à David les clés de l'agence pour qu'il puisse y entrer sans effraction. Plus grave encore, elle reconnaît lui avoir donné la combinaison du coffre-fort personnel de Randy, parce qu'il se trouve que l'arme du crime n'est autre que le propre pistolet de la victime. Un Glock de calibre 40. Randy rangeait systématiquement cette arme dans son coffre-fort personnel, et Teresa en connaissait aussi la combinaison. Bien évidemment, elle a d'abord soutenu ne pas savoir comment l'arme avait pu disparaître, en suggérant vaguement qu'elle avait pu être volée. Mais cette tentative de brouiller les pistes n'a convaincu personne. Précisément parce que le coffre-fort de Randy n'a pas été forcé, et que tous les autres objets de valeur qui s'y trouvaient dedans y sont encore. Seul le pistolet a été dérobé, celui-là même qui a servi à le tuer. En dehors de Randy, Teresa était la seule à pouvoir donner la combinaison du coffre à quelqu'un d'autre. Il est donc facile d'en conclure qu'elle l'a communiqué à David pour qu'il puisse récupérer l'arme et commettre le meurtre. À ce moment-là, Teresa a déjà quasiment tout dit aux enquêteurs. Mais il doute de pouvoir compter sur la même coopération de la part de David. Il tente alors de le piéger en demandant à son amante de l'appeler sur écoute. Elle doit essayer de le faire parler du meurtre, voire de lui faire admettre son implication. Mais David reste extrêmement prudent au téléphone. Il ne prononce aucun mot compromettant. Quand il est convoqué pour un interrogatoire, il arrive accompagné de son avocate. David clame son innocence avec véhémence, puis cesse rapidement de coopérer, en invoquant son droit constitutionnel de garder le silence. Les policiers n'obtiendront pas d'aveu de sa part. Mais ils n'en ont plus vraiment besoin. Entre les relevés téléphoniques, la géolocalisation et surtout le témoignage accablant de Teresa, le dossier d'accusation est déjà solide. En juillet 2010, la police obtient un mandat de perquisition pour fouiller l'église New Hope et le domicile de David. Face au scandale qui éclate, ce dernier démissionne immédiatement de ses fonctions pastorales. L'église est sous le choc. Les fidèles n'arrivent pas à croire que leur pasteur soit suspecté d'être impliqué dans un meurtre. Peu après sa démission, David quitte précipitamment le Missouri avec sa famille. Il s'installe en Caroline du Sud où il opère une reconversion professionnelle radicale, en devenant chauffeur routier. Un virage à 180 degrés qui peut sembler étonnant pour un homme habitué aux responsabilités spirituelles.
Mais la conduite de poids lourd offre certains avantages à quelqu'un qui cherche à disparaître. Les routiers bougent constamment, traversent plusieurs États, et ils n'ont généralement que des relations superficielles avec leurs collègues. Un mode de vie idéal pour échapper aux questions indiscrètes et aux investigations policières. Après 7 mois de cavale, David pense probablement avoir réussi à se faire oublier des enquêteurs, sauf que non. En novembre 2010, il est finalement localisé et interpellé sur une aire d'autoroute de Caroline du Sud par des agents fédéraux. Quand on l'informe qu'il est recherché pour le meurtre de Randy Stone, David Love feint la surprise et maintient qu'il n'y est pour rien. Mais ces dénégations ne trompent personne. Il est immédiatement extradé vers le Missouri, où il va devoir répondre de ses actes. De leur côté, les enquêteurs ont entre-temps fait une découverte des plus glaçantes. En fouillant l'ordinateur personnel de David, ils sont tombés sur des écrits prouvant que le pasteur n'avait pas seulement planifié le meurtre de Randy, il avait également élaboré un plan détaillé pour tuer sa propre épouse, Kim. Dans ses notes personnelles, David a décrit comment il comptait s'y prendre pour éliminer la mère de ses 3 enfants. Il projetait de briser la nuque de Kim, puis d'installer son corps dans sa voiture, avant de précipiter le véhicule dans un ravin, pour faire croire à un accident de la route. Faut vraiment être con pour écrire un truc comme ça. Cette double planification démontre que le meurtre de Randy n'avait rien d'impulsif. David avait simplement décidé de se débarrasser des 2 obstacles qui l'empêchaient de vivre avec Teresa. En janvier 2010, soit 2 mois avant la mort de Randy, le couple illégitime s'envoyait des mails dans lesquels ils parlaient ouvertement de mariage. Il est clair que leur désir commun de pouvoir vivre leur amour au grand jour était devenu des plus pressants. Et ils comptaient manifestement sur l'argent des assurances décès de Randy pour financer leur nouveau départ. Face à cette accumulation de preuves accablantes, David se rend compte qu'il n'a aucune chance d'être acquitté s'il passe en procès. En novembre 2011, son avocate négocie donc un accord de plaidoyer avec le procureur. En échange de l'abandon des charges de meurtre avec préméditation, David accepte de plaider coupable de meurtre sans préméditation. Cet accord lui évite la possibilité d'une condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. David est cependant condamné à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans et demi d'emprisonnement. En prononçant son verdict, le juge souligne la gravité exceptionnelle de l'abus de confiance dont le pasteur s'est rendu coupable. David aurait pu demander sa libération en 2036. Mais il n'en aura pas l'occasion parce qu'il est décédé en mars 2024 à l'âge de 63 ans. Avant sa mort, il travaillait dans le programme Missouri Vocational Enterprise où il fabriquait des meubles. Paradoxalement, il avait repris une forme de ministère en prison, en dirigeant des études bibliques pour ses codétenus. David n'a jamais daigné faire d'aveu avant de mourir. Mais le plus révoltant dans cette affaire reste son comportement après le meurtre. Quelques jours plus tard, le pasteur, devenu tueur, montait en chair et en os devant des centaines de personnes pour prononcer l'éloge funèbre de Randy. Les enquêteurs y ont assisté et ont enregistré discrètement la cérémonie, scrutant l'assistance à la recherche du moindre indice ou comportement suspect. En visionnant ces images aujourd'hui, on peut voir l'hypocrisie monumentale d'un homme qui faisait semblant de pleurer celui qu'il venait d'abattre. Et là, vous vous demandez sûrement ce qu'est devenu Teresa dans tout ça. Eh ben, elle a été arrêtée en mai 2011, 6 mois après David. Contrairement à son amant qui a tenté de fuir, elle est restée dans le Missouri et a coopéré avec la police tout en essayant constamment de minimiser son rôle dans l'affaire. Teresa prétend qu'elle a fait tout ça parce qu'elle était sous l'emprise de David et qu'elle avait peur de lui. Elle précise avoir voulu rompre plusieurs fois mais ne pas y être parvenue parce qu'elle craignait sa réaction. Des excuses faciles auxquelles personne ne croit vraiment. En avril 2012, Teresa passe elle aussi un accord avec le procureur et plaide coupable de conspiration pour commettre un meurtre avec préméditation. Plusieurs membres de la famille de Randy réclament la peine maximale. Mais 2 voix s'élèvent pour demander la clémence, celle de Michael et Miranda Stone. Maintenant âgés de 21 et 19 ans, les enfants de Teresa supplient le juge de ne pas leur enlever leur mère alors qu'ils ont déjà perdu leur père. Les témoignages poignants de ces 2 jeunes adultes traumatisés font pencher la balance en faveur de l'accusé. Teresa est condamnée à 8 ans de prison ferme et libérée en 2020 après avoir purgé l'intégralité de sa peine. Depuis, elle a refait sa vie à Kansas City
avec un nouveau compagnon. On espère que c'est pas un pasteur chaud lapin. Les conséquences de cette affaire ont été dévastatrices pour toutes les familles impliquées. Une fois en prison, David a avoué à Kim qu'il l'avait trompé avec Teresa. Elle s'en doutait déjà, donc elle n'a pas vraiment été surprise. En revanche, elle n'avait aucune idée du fait que son époux projetait de la tuer. Kim déclare malgré tout qu'elle et ses 3 enfants n'ont aucune animosité envers David ou Teresa. Elle a divorcé, s'est remariée et tente de reconstruire sa vie loin de ce cauchemar. La New Hope Baptist Church a survécu au scandale avec l'aide d'un nouveau pasteur. La congrégation s'efforce elle aussi de tourner la page de cette période sombre de son histoire. L'affaire Randy Stone restera dans les annales comme l'un des cas de trahison les plus glauques. Un pasteur qui prêchait l'amour et la fidélité tout en planifiant des meurtres. Une épouse qui chantait les louanges de Dieu tout en conspirant pour éliminer son mari. Un meurtrier qui a donné l'éloge funèbre de sa victime avant de retourner dans le lit de sa veuve. Voici pour cette affaire de culte. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez pasteur en commentaire. Merci d'être toujours présent sous les vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous avez oublié, vous pouvez la liker d'ailleurs et vous abonner. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.